Bonjour, on est en retard alors que tout le monde est là, c'est de ma faute, parce que mon train est resté bloqué à Toulon. Je demande pardon à tous ceux que j'ai fait patienter. Voilà. Ils ont l'air très sages, mais je vais vous demander quelque chose d'assez simple, de me couper la parole. Voilà. Je vais dire des choses, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Si vous voulez que je précise, je préciserai. Où est passé André? Voilà, qui fait partie des gens qui s'occupent de la maison de Nice, puisqu'on est à Nice. Bonjour, il y a Yann aussi qui est là. Il y a Yann aussi. Salut. Et Johanna Qui va apporter un jus. Il est là. Qui va apporter un jus, voilà. Johanna qui a gagné sa voiture. Et Johanna, enfin, vous êtes trois administrateurs de la page. La voilà, la voilà. La voilà. Est-ce que je peux juste vous demander qui parlera d'une action? Vous êtes... Comment? Les... Ah, c'est pour ça que vous avez levé la main. Alors, je rappelle pourquoi on fait des Facebook Live un peu partout en France. Plein de gens disent bonsoir à tous. Ça dit bonsoir absolument partout en France. Voilà. Pourquoi on fait des Facebook Live? Pourquoi on fait des maisons locales? On fait des maisons locales pour que, localement, on soit de plus en plus nombreux à faire en sorte que les gens se comptent. Si vous êtes absolument enchanté par l'offre politique que vous découvrez à la télé et par l'actualité politique, le feuilleton, le soap-opéra des hommes politiques entre eux, ben, ne venez pas vous compter si vous trouvez que c'est formidable. Mais on a créé cette maison pour que à peu près tous les gens qui sont très loin de ce qu'ils aperçoivent puissent exister. Si on ne fait pas en sorte de faire monter un chiffre, on ne sera pas visible. On ne sera pas visible parce que vous savez comme moi que le système médiatique est fait pour reconduire les systèmes. Je vous rappelle qu'en ce moment, toutes les télés sont en train de braquer leurs écrans, leurs caméras sur une primaire de la droite qui représente 11% des électeurs aux dernières élections régionales. Ça veut dire que 11%, c'est pas beaucoup. Il manque quand même 89% de la population. Mais pourtant, la machinerie politique, médiatico-politique, continue à nous fourguer quelque chose que, élection après élection, la population soit carrément ne vote plus. On a été 58% aux dernières élections à ne pas participer. Et puis, vous devez être ici, je suppose, un certain nombre à avoir voté contre. C'est devenu une telle habitude qu'on a fini par trouver ça normal. Un jour, je me suis dit, c'est pour ça qu'on a lancé la maison, il m'a semblé que ce n'était pas normal. Qu'à un moment dans notre vie, il fallait qu'on délègue un pouvoir à des gens parce qu'on en avait envie. Et dans le mot envie, il y a le mot vie, et c'est ce qui rend les pays vivants. Donc, cette maison, ici à Nice, elle est faite pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui se comptent, et puis pour que vous ouvriez vos yeux, pour repérer ceux qu'on appelle les faiseux. Les faiseux, alors tout le monde n'est pas faiseux en France, et on n'a pas du tout à avoir honte. Parfois, on a un boulot par-dessus la tête, on n'a pas le temps on n'a tout simplement pas le temps, ou pas assez d'énergie, ou c'est aussi difficile de mener sa propre vie et d'élever ses gamins. J'en ai plein, je sais. Mais à un moment, il y a un génie dans le pays qui s'exprime à travers les associations, à travers les entrepreneurs, à travers les fonctionnaires qui sortent du rang et qui expérimentent. Et il y en a partout, aussi bien dans la gendarmerie que dans l'éducation nationale, à travers des gens de l'économie sociale et solidaire. On est ici dans un bar qui a un certain esprit. C'est un bar associatif. Un bar associatif. Ils sont faiseux. On n'est pas obligé d'aller au bout de ses idées et de les mettre en action. Donc toute cette France qui passe à l'acte, pour l'instant, elle est complètement absente de la totalité des projets politiques qui vont être proposés aux Français. C'est-à-dire que vous avez des équipes, en gros, à chaque fois d'énarques, de gauche, de droite, qui changent un peu, mais qui restent avec un logiciel qui m'a fait balancer la brique de lait à Bruno Le Maire. Parce que quand je me suis tapé les 1012 pages et que je n'ai pas vu un nom d'association, un nom de mouvement d'éducation populaire, un nom d'initiative portée par des gendarmes, d'initiatives portées par des entrepreneurs,
rien de ce qui correspond à l'énergie vitale du pays, quoi. Ça m'a semblé dément. Oui, voilà. Alors, une fois qu'on s'est compté, Oui. qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on est nombreux et que tout le monde a bien vu que Alors, les citoyens n'étaient pas d'accord. je cadre mal, pardon. Attends. Est-ce qu'on vous voit? Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on s'est compté, qu'on a vu qu'on est nombreux, certains ici viennent des Nuits debout, on a déjà tous bien compris qu'on voulait changer. Ouais. On fait quoi une fois qu'on est remonté et qu'on est passé dans le cadreur et dans le viseur? Alors, une fois qu'on s'est compté, ben, je vais vous poser la question. On n'a pas fini de se compter. Comment? On n'a pas fini de se compter. Non. D'abord, on n'a pas fini parce qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux. Donc il faut faire ce boulot-là pour avoir une force de frappe inouïe. Et à un moment, il faut qu'on soit des millions. Et ça va dépendre de notre mobilisation sur les réseaux, de notre mobilisation sur nos lieux de travail, dans nos syndicats, dans nos associations, dans nos clubs d'entrepreneurs. Est-ce qu'on veut rester des gens soumis à une technostructure de gauche ou de droite, très centralisée, ultra centralisée, et qui résonne sans confiance dans les territoires, et profondément sans confiance dans la... je vous raconterai une anecdote hallucinante qui m'est arrivée à Bercy. Bon, Bercy, c'est vraiment le cœur de la technostructure française, et à un moment, c'est vraiment des gens qui ne font pas confiance à la société et qui cherchent à penser nos vies. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on sera très, très nombreux, comme vous dites? Mais ça, être très, très nombreux, je ne peux pas le faire. Moi, je peux juste faire une part. Je fais partie des gens qui ont un coup de bol. J'ai accès à certains médias. Mais le réveil d'un pays, ça ne peut pas venir d'un type comme moi. Voilà. Le pays s'est levé quand même avec les Nuits debout. Oui, mais alors, Nuit debout, c'était un mouvement de gauche. C'était un mouvement de gauche. Non, mais c'était globalement un mouvement de gauche. J'y étais sur la place de la République. Or, la question des territoires, la question de la démocratie citoyenne et de la confiance dans les faiseux, c'est-à-dire dans les compétences réelles du pays, ça va bien au-delà de la gauche. C'est un problème qui concerne profondément chaque citoyen, quoi. Alors, je ne sais pas pour diminuer Nuit debout, mais ça a été une partie. Maintenant, il faut qu'il y ait un réveil global. On a tous une partie haute, on a tous une noblesse de citoyens, et à un moment, tout le monde en a une en France. On n'a pas vocation à être soumis à des systèmes et à râler devant notre télé. On est un grand peuple. On a une grande culture, on a beaucoup de très hautes valeurs, et à un moment, il va falloir qu'elles comptent. Le cynisme ne peut pas être un mode de gouvernement durable. Enfin, c'est pas possible. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on pourra faire quand on sera très nombreux? On décidera d'ouvrir ou pas la dernière pièce de la maison qui sera un parti. Mais, premièrement, on décidera ensemble de cette ouverture. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens que ce soit une petite équipe qui décide « Ah ben si, on va faire ça ». Ça a de sens que si la maison est un outil, il y a des gens qui rentreront dans cette pièce, d'autres pas. Il faut que ça reste une liberté. Mais il faut qu'on ait un outil, si on se retrouve à la fin de l'année et qu'on ouvre nos télés, et qu'on voit, pardon, j'ai mon bras qui fatigue un peu, et qu'on ouvre nos télés, et qu'on découvre une offre politique hallucinante. Et ça nous pend au nez quand même. Il faut qu'on ait une liberté pour faire compter nos valeurs autrement. Et il faut qu'on soit des centaines de milliers, des millions. À ce moment-là, l'originalité de notre démarche, c'est que normalement un parti, c'est fait pour quoi? C'est fait pour prendre du pouvoir puis pour le garder. C'est fondamentalement fait pour ça. Historiquement, ça s'est construit comme ça. Si on décide ça, ça sera pour prendre du pouvoir, pour le rendre. C'est pas la même pulsion. C'est pas du tout la même logique. Alors le rendre à qui? C'est là où les valeurs de la maison sont pour moi des piliers. Le rendre au territoire, c'est-à-dire transférer beaucoup de pouvoir à nos régions, pas pour en faire des dictateurs régionaux. Ça, après, on discutera de tout ça entre nous. Il faut trouver des systèmes de cogestion avec les citoyens, de cogestion avec les partenaires sociaux, de cogestion avec les maires. Donc pour donner au territoire. Ensuite, pour donner à ceux qui font et qui obtiennent une légitimité par l'action. Je dis ça parce qu'on a fini par trouver normal. Vous allumez la télé, vous découvrez que tout à coup, je ne sais plus comment elle s'appelle, la fille qui est présidente en Île-de-France, Pécresse,
Rallye, Juppé. Et alors tout à coup, à la télé, on vous annonce déjà des gouvernements. Mais fondés sur quelle compétence? Sur quelle légitimité? Non mais de compétences. Or, pendant 3 ans, moi je me suis baladé avec les zèbres et on a repéré localement, partout en France, des gens qui avaient des compétences gigantesques. Pas parce qu'ils le déclaraient, mais parce qu'ils le font. Qu'est-ce que vous appelez compétences? Je vais prendre des exemples. Tout à l'heure, je travaillais avec quelqu'un qui dirige un programme qui s'appelle WeMove. WeMove, c'est 25 plateformes qui en France trouvent des solutions de transport pour les chômeurs, qui sont suivies par des associations d'insertion. Ils sont en train de monter en puissance pour passer à 100 000 chômeurs. Ils ont un couteau suisse de solutions. Ce sont des gens ultra pragmatiques. J'ai vu comment ça fonctionnait à Évreux. Il y a une fille qui dirige la plateforme WeMove. Elle est allée voir la totalité des garages de la région pour les transformer en garages qui offrent à prix coûtant des réparations de voitures pour les gens qui sont suivis dans des associations d'insertion. Ils ont négocié un accord avec Renault qui, dans 400 garages, répare les voitures des gens qui sont en insertion à prix coûtant gratuitement pour les pièces et 60% sur la main-d'œuvre. C'est considérable comme économie. Et WeMove, c'est tout. Vous voyez, c'est un programme qui sait régler un problème qui est un foutu problème, hallucinant de difficultés. Et ils ont des projets dans leur carton parce que ce sont des gens entreprenants. Ce sont des gens qui ont des valeurs, qui sont entreprenants. Je vais prendre un deuxième programme que vous connaissez peut-être, que je vous invite tous à découvrir, qui s'appelle SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage. SNC suit des milliers de chômeurs en France en organisant du tutorat par 2 citoyens, souvent un homme et une femme, souvent des gens assez différents. Les 2 tiers des gens retrouvent du travail quand ils sont, au bout d'à peu près 10 mois, quand ils sont suivis par SNC. L'intérêt profond de la France, c'est que SNC devienne un grand programme national. Parce qu'il lutte contre quelque chose qui est fondamentalement impossible à résoudre par une loi, la question de la solitude dans le chômage. Et la solitude, ça se règle entre êtres humains. Ça ne peut pas se régler par une loi. Mais il faut encore qu'ils aient les moyens de se déployer à très très grande échelle. J'ai construit, avec la Ligue de l'enseignement et l'UNAF, un programme qui s'appelle Lire et faire lire. On embarque les retraités du pays, on les embarque dans les écoles maternelles et primaires. On est déjà 19 000, on s'occupe de 650 000 enfants. L'intérêt bien compris de la France, c'est que l'équipe qui a porté ça de 0 à 650 000 enfants, et qui a acquis une légitimité par l'action, que cette équipe-là ait les moyens de déployer ça dans l'ensemble de nos maternelles et de nos primaires. Mais vous voyez, tous ces programmes qu'on proposera à la maison, on en proposera la validation. Est-ce que ça vous paraît prioritaire? Est-ce que ça vous paraît fondamental pour le pays? Est-ce que vous trouvez que ces gens sont légitimes? Je ne suis pas un dictateur qui va dire ça va être machin et machin. Mais en revanche, on peut vous proposer tout ce qu'on aura trouvé avec le mouvement des zèbres, tout ce que les maisons auront trouvé, d'où l'importance de votre travail de repérage. Et je dis ça en vous demandant de faire très attention. Regardez, par exemple, vous êtes à l'initiative. Regardez ce qu'ils font. Ils se barrent. C'est-à-dire que la plupart des gens, regardez, hop, ils se barrent. La plupart des gens, quand ils font leur part en France, sont humbles, ne la ramènent pas. Et 9 fois sur 10, les meilleurs programmes qu'on a trouvés étaient portés par des gens qui ne la ramenaient pas et qui venaient à la fin d'une réunion dire « Vous savez, moi, je fais un petit truc. » Et puis on découvre « Ah bon, je m'occupe de 100 000 retraités, alors vous faites quoi ?» Donc, allez les chercher. Lisez la presse régionale. La presse régionale est truffée de reportages de petits 4 lignes sur un événement. Lisez ça. Elle montre un journal. Ressources. Magazine Ressources. Magazine Ressources. Et notamment, c'est le dernier exemplaire. Il y a 10 portraits de personnes qui sont très actives dans la région. Oui. Notamment une personne qui m'a envoyé ce soir vous dire qu'il vous avait vu dans Thé ou Café, qu'il vous connaissait bien et qu'il allait suivre de manière très assidue la Maison des Citoyens à Nice. Donc c'est le responsable, enfin le porte-parole des AMAP en fait. Et quand on est dans le territoire, on est dans la proximité et c'est aussi le biais de l'alimentation, il est super important. Alors, Je ne me sens pas très bien à m'exprimer. Alors, est-ce que je peux vous demander Face à la quelque chose caméra. pour la Maison de Nice? Oui. Ces 10 portraits,
Oui. Est-ce que vous pouvez les présenter sur la page Facebook de Nice? Alors vous avez Miss Ressources qui est là. Miss Ressources. Attendez, j'arrive pas à cadrer. Voilà. Je suis en fait Est-ce qu'on vous voit? oui, je pense. Oui. Ouais. Je suis la rédactrice en chef de ce magazine. On l'a lancé il y a 1 an. On est une petite équipe de motivés du coin. On fait ça avec très peu de deniers et beaucoup d'engagement. On est quasiment tous dans le bénévolat. Et l'idée, c'était de Ressources montrer... au pluriel. Ressources au pluriel, magazine du développement durable sur la Côte d'Azur. C'est un ancrage territorial. Et le but, c'est de montrer les alternatives locales derrière la carte postale. On trouvait qu'on ne montrait pas assez les alternatives dans notre région. Et on voulait montrer les gens qui font, justement. Donc, on les repère. Et puis, on vous les propose à la lecture 1 fois par trimestre. Et on fait aussi des enquêtes pour dire ce qui ne nous plaît pas dans les fonctionnements locaux, que ce soit des institutions ou la façon dont on peut administrer nos territoires, justement. Voilà. Donc, Est-ce que Madame a pris un premier exemple avec des AMAP? oui. Vous pouvez nous en citer un deuxième? Oui, on a fait un dossier sur les gens qui éco-construisent dans les départements les plus urbanisés de France, qui sont le Var, les Alpes-Maritimes qu'on couvre. Les gens qui construisent donc différemment, qui bâtissent différemment. Qui, par exemple? Des particuliers, des gens, hein, Ouais. des gens qu'on ne voit jamais enfin pas particulièrement dans les médias, de l'habitat participatif à Biote, des gens qui construisent des maisons en paille, des maisons en poudingue, des maisons avec ce qu'ils trouvent sur place pour être plus respectueux de l'environnement. On a fait un dossier, le tout premier dossier parlait de les... Comment? Malongo, oui. Alors on parle aussi des faiseux du monde économique. Le patron de Malongo qui est implanté chez nous à Carrosse les cafés et qui à 75% est engagé dans une démarche développement durable. Voilà, on n'est pas sectaire, on parle à la fois comme vous, des entrepreneurs, des citoyens tout simples qui font à leur niveau, de certaines personnalités politiques qui peuvent s'engager éventuellement dans le bon sens, et de personnalités du monde du sport comme Guillaume Néry, l'apnéiste, de personnalités du monde de la culture, et puis de simples personnes qui ont envie de se mettre en action. Et là, dans ce dossier sur les créatifs culturels, les 10 portraits, ce sont la plupart des anonymes, quoi. Il y a une institutrice qui, par exemple, de sa propre initiative, dans une école publique, et dont elle est directrice, Avance, insuffle des éducations nouvelles et alternatives, des éducations freinées, Montessori, des éducations respectueuses du rythme de l'enfant. C'est son initiative à elle, et personne n'en avait jamais parlé, et elle ne se serait jamais mise en avant pour autant, quoi. Donc on essaie de détecter tous ces gens qui ont une vision, chacune dans leur domaine. Alors, est-ce que je peux juste vous demander quelque chose? C'est génial. Est-ce que régulièrement sur la page, vous venez faire la pub de votre magazine sur la page pour qu'on le relaye? Ok. Parce que l'idée, c'est qu'aussi les grands créatifs chez vous, qu'on les découvre Oui, à travers avec le plaisir. pays. Avec plaisir. On a une audience très limitée, donc avec plaisir, nous on voudrait que les personnes dont on parle et les causes dont on parle aient plus de visibilité. Et on est distribué en kiosque et en librairie partenaire, notamment chez Mots du Monde, une librairie très engagée qui est en face du court-circuit. Le trottoir d'en face, il y en a d'autres dans Nice, il y a des magasins bio qui nous soutiennent, tout type de personnes qui veulent distribuer le magazine peuvent le distribuer. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez nous acheter sur le web, sur notre site ressourcesmagazine.fr et dans les kiosques. Et en PDF aussi, et voilà. Donc, vous aurez une place importante. Merci. Puisque vous faites. On essaye de faire. Vous faites. Et puis, je vais vous donner la parole. Après, j'aurais envie de parler d'un faiseux, mais qui n'est pas local. Oui, mais c'est pas Mais grave. qui travaille en fait sur la révolution de la proximité et sur l'alternative rurale, et qui s'appelle Bernard Farinelli. Et j'ai emmené en fait son livre qui est La révolution de la proximité. Vous pouvez le montrer. Et pour moi, c'est très en lien avec tout ce qui est... Enfin, c'est très convergent avec notre mouvement de la Maison des Citoyens. C'est vraiment très convergent. Et c'est donc ça s'appelle la Malheureusement, révolution de la je vous proximité. l'aurais bien offert, Non, mais je comme trouvais. il est... Il lui a signé. Donc, ça m'ennuie de m'en défaire, en plus, vraiment. en plus, il a mis un mot tendre. Mais je pense que l'homme qui est derrière pourrait Et vraiment... c'est édité chez Libre et Solidaire. Solidaire. Oui. La révolution de la proximité, voyage au pays de l'utopie locale, Bernard Farinelli, comme le film. Et il a donc en préparation également un livre collaboratif sur l'alternative rurale. Ok. Voilà. Je vais vers quelqu'un qui m'a fait signe. Donc, Voilà. bonsoir.
Je pense être vraiment dans la case des faiseurs, puisque j'ai arrêté mon activité professionnelle pour ouvrir une association qui s'appelle Point Gris, car j'ai eu la chance de travailler avec Madame Brooke, qui a créé et avec le festival Réveillons-nous, que vous connaissez tous, hein, j'imagine là, ainsi que Monsieur Blanc de Malongo dont on parlait, et José des AMAP. Donc Point Green étant une association qui prend en considération tout ce dont on parle, tant au niveau de l'éducation, des déchets, enfin étant trop large, j'ai choisi d'ouvrir une plateforme, donc c'est-à-dire un outil fédérateur et catalyseur, ce qui s'appelle Potager en ville, qui est une plateforme de jardin partagé et de mise en relation. Donc je suis amenée évidemment potagerenville.fr. Donc, vous avez une page Facebook? Oui, tout à fait. C'est potagerenville.fr. Donc, nous ne sommes pas encore référencés parce que la plateforme, je la lance depuis 1 mois seulement. Mais évidemment, sur notre territoire, on essaie de s'impliquer là, sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est une plateforme qui est sur le territoire national. Donc, vraiment, on est dans le faire et dans les faiseurs. Voilà. Merci. Alors, Jean-Claude Junin, moi j'ai rien inventé, mais certains me connaissent ici puisque j'ai créé il y a quelques années les Passeurs de livres à Grasse. J'étais libraire, je suis éditeur et désespéré devant le peu de lecteurs, on a décidé de mettre des livres dans la rue pour que les gens puissent se redécouvrir le goût de la lecture. Et donc nous avons à aujourd'hui 29 communes des Alpes-Maritimes qui nous suivent. 29. Et Nice, depuis la semaine dernière. Depuis la semaine dernière. Ça a été très compliqué à Nice. Hein. Mais ça y est. Donc on a réussi. Et le but, c'est vraiment de ramener les gens à la lecture et après à l'écriture. Mais là, c'est un domaine que vous connaissez bien. Oui, mais... Je voulais aussi simplement rajouter que pour essayer d'amener du poids sur l'association et notre travail, je me suis mis sur la veille des monnaies locales. Donc surtout de notre région, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important qui nous rapproche. Donc voilà, je tenais à le préciser. Je voudrais préciser quelque chose qui est très important si on veut réussir. Il ne faut pas que la maison, même si c'est fondamental, même si moi aussi je viens du militantisme associatif avec Lire et Faire Lire, il ne faut pas que la Maison des Citoyens soit uniquement une bande d'associatifs. Il faut absolument s'ouvrir au monde économique. Absolument. Les gens qui raisonnent autrement, qui font partie du monde économique, soit du monde classique, soit d'économie sociale et solidaire, doivent faire partie de l'aventure. Il faut s'ouvrir, vous parliez de cette enseignante, il faut s'ouvrir au monde de la fonction publique. Parce qu'il y a plein d'innovateurs qui souffrent dans des structures pyramidales, mais qui sont porteurs d'une très très grande créativité, y compris dans la gendarmerie, y compris dans les polices locales. Vous avez des expérimentations partout en France dont personne ne parle et qui sont stupéfiantes. Donc il faut qu'on arrive à ne pas faire de l'entre-soi, à ne pas, à terme, on embarquera une révolution des territoires, une révolution des faiseux et une vraie démocratie participative que si on sort de nos familles naturelles. Je dis ça parce que c'est pas évident, ça va pas de soi. J'ai fait une réunion il y a quelque temps qui m'a énormément frappé avec tous les milieux entrepreneuriaux à Calais. Et on avait déposé sur chacune des tables une feuille et j'avais demandé aux entrepreneurs de la région du Nord d'écrire des actions très concrètes d'intérêt général. Ce qu'on a ramassé sur les feuilles était hallucinant d'intelligence. L'intelligence est absolument partout. Quand je dis partout, les grandes familles industrielles du Nord, par exemple, se sont organisées pour créer quelque chose de très important, des groupements d'employeurs, pour transformer leur CDD en CDI, pour stabiliser le travail. Et c'est très important, leur groupement d'employeurs. Alors, le monde agricole fait ça depuis longtemps, mais le monde industriel du Nord a poussé assez loin le processus. Leurs groupements d'employeurs ont parfois 1500, 2000 salariés. Et quand la crise de 2008 est arrivée, ce qui était très intéressant, c'est que les entrepreneurs qui avaient l'habitude d'une vie communautaire au sein de ces groupements ont maintenu l'emploi dans le Nord. Ça a induit des comportements de solidarité entre les entreprises du Nord. Donc ça, ce sont des outils économiques qui viennent du monde économique, c'est de l'initiative qui vient du monde économique. Et il faut qu'on arrive à faire monter
des gens très différents, si on arrive à additionner des colères positives, d'où qu'elles viennent, on peut redevenir un pays ultra vivant. Ultra vivant. Parce qu'on a tous des folies. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient positives. Ce qu'il faut, c'est qu'elles fleurissent. Ce qu'il faut, c'est que la France parie sur ceux qui se bougent, quoi. Je vais vous parler, par exemple, d'une femme entrepreneur écolo que je trouve absolument géniale, qui a lancé un truc qui s'appelle Gallipoli Fabrique. Gallipoli, c'est tout simple. On l'a rencontrée dans le sud de la Sarthe. Allez voir Gallipoli sur des sites. Elle dit tout simplement que si, avec nos produits détergents, on continue à balancer des détergents dans les rivières et qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, la seule manière de savoir si on balance de la saloperie, c'est de faire soi-même son produit. Donc, son entreprise vend des box avec des verres mesureurs et des produits chimiques. Vous savez ce que vous mettez dedans. Et il y a une communauté sur Internet qui essaye d'améliorer les recettes. L'intérêt est écolo, mais l'intérêt est aussi financier. Parce qu'un baril de lessive revient à 20% du prix, si on le fait soi-même. Et on sait ce qu'on fout dedans. Et puis en plus, il y a des communautés qui travaillent sur les recettes, sur l'amélioration des recettes, et elle fait une offre, par exemple, pour les communes. Or, les communes consomment énormément de détergents, pour les écoles maternelles, etc. Donc c'est important de développer parfois des entreprises. Je pense aussi au compte nickel. Compte nickel, je ne sais pas si vous connaissez. On a 2,5 millions en France d'interdits bancaires. Comment fait-on pour trouver du travail si on n'a pas de RIB? Allez vous inscrire dans une agence intérimaire sans relevé d'identité bancaire. La vie est impossible. Donc, on ne peut pas condamner à ne pas exister des millions de Français. Donc, il faut que tout le monde ait un compte en banque. Alors, la réponse technocratique, ça a été de voter des lois qui créent des obligations. Le vieux truc qui ne marche pas. Parce qu'en réalité, toute cette population a été humiliée, a vécu des parcours humiliants. Donc, ils ne vont pas dans les postes. Ils ne vont pas dans les rendez-vous où on vous pose des questions humiliantes. Alors, vous avez des rentrées devant vous? Parce que raconter que sa vie de couple a pété, machin, un truc, c'est humiliant, tout ça. Enfin, la réalité de la vie. Personne n'a envie de se faire humilier. Eh bien, les comptes nickel ont créé une solution. Il y a 90 actionnaires. Ils n'ont pas encore atteint l'équilibre. J'espère qu'ils vont l'atteindre. Ils installent chez les buralistes des machines. On file 20 € et on ouvre son compte en banque en 5 minutes sans questions humiliantes. Ils ont ouvert plus de 600 000 comptes en 2 ans et demi. Ce qui veut dire que c'est les faiseux qui trouvent des solutions pratiques, technologiques, efficaces. Ça va beaucoup plus vite qu'une loi. Parce que ça marche. Et surtout, ça maintient l'essentiel de la marge dans la caisse du buraliste. Et on a tous intérêt à garder un tissu de proximité, etc. Donc parfois, il y a des réponses qui viennent du monde économique, parfois ça vient du monde associatif ou d'un éditeur qui se lève et qui décide d'embarquer... Combien de communes ? 29 communes. C'est hallucinant ce qu'il a fait. Bon. Parfois, j'ai envie de citer un éditeur associatif que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Lire c'est partir. Lire c'est partir, c'est Vincent Safra qui a créé ça. C'est une maison d'édition qui a cassé le modèle économique pour vendre exclusivement en dehors du marché du livre, dans nos cités et au fond des campagnes. Et ils vendent... Voilà. Vous connaissez Safra? Oui. Bon. Il vend 2 600 000 bouquins à 80 centimes chaque année. Et il a trouvé un équilibre économique. Il était désespéré il y a 2 ans parce qu'il faisait du profit. Et je lui ai dit, comment tu vas survivre à cette crise affreuse? Et il m'a dit, j'ai trouvé une solution. Il a acheté un château. Au bout d'une ligne du RER, je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce château, toi? Et il me dit, tous ces gamins, il faut bien qu'ils aillent en week-end, il faut qu'ils aillent en vacances. Donc c'est le bordel dans son château. Il y a toutes les assos d'Île-de-France qui déferlent. Et je lui ai dit, mais enfin c'est vivable, tout ça. Il me dit, j'aime être dérangé. Voilà un très grand faiseux. Mais il a une logique économique, lui. Donc, ma vraie demande, c'est, restons pas entre nous. Acceptons la différence, acceptons des valeurs qui nous semblent parfois différentes. Si on est d'accord sur la bienveillance,
et ça à un moment on le sent hein, quand on parle avec quelqu'un. La bienveillance, on sait bien si c'est la partie haute de la personne qui s'exprime ou moins bien, ou le cerveau reptilien. La bienveillance, la volonté de faire confiance au territoire, et non pas à un centralisme, qui inévitablement se termine par une technostructure. Faire confiance aux faiseux, et puis mettre en place une démocratie citoyenne. Au fond, est-ce qu'il faut que les professions participent par des tirages au sort? Est-ce qu'il faut de l'initiative référendaire? On découvrira ça ensemble. Ce qu'il faut, c'est aller vers ça, expérimenter. Il y a plein de peuples qui sont en avance sur nous là-dessus. On n'est pas plus cons. Pardon. Hop. Mais est-ce que ça passe pas, parce que nous, on a un certain âge chacun, mais est-ce que ça passe pas par les plus jeunes d'abord? Oui, mais on a plein de mouvements. Oui. Aux plus jeunes, comment appréhender mieux la vie demain pour qu'elle soit meilleure? Oui. Parce que nous, on peut améliorer certaines choses. Il y a des faiseux et ceux-là, on leur est reconnaissant grandement. Leur donner confiance. Leur donner. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose dans la santé de responsabilisation complémentaire? Oui. Alors, moi, je suis là-dedans. Alors, dans la santé, il y a une association des petites mutuelles de village. Il y a un renouveau mutualiste qui part des villages français. Et ça s'appelle l'ADPM. ADPM. Allez voir sur Internet. Embarquez vos communes là-dedans. Ça permet de donner des... On combat les ordres médicaux. Hein. Alors, c'est pas simple. Oui, mais l'ADPM est assez équipée. D'accord. Oui. Mais allez voir, ADPM, association ADPM. C'est un véritable renouveau qui part des villages. Alors qu'on sait bien que les grosses mutuelles aujourd'hui sont un peu devenues des banques. En fait, c'est pour accompagner celui qui est en recherche d'emploi, qui est en dépression peut-être, qui a perte de confiance, que ce soit le jeune ou le salarié qui a tout perdu. Et parfois, on les accompagne. On les accompagne avec du magnétisme, avec de la réflexologie, avec des médecines alternatives en fait. Et ça, il faudrait qu'on arrive à le faire reconnaître pour avancer, je sais pas, créer un truc. Alors ma demande, c'est sur la page de la Maison des Citoyens de Nice, repérer les opérateurs qui savent le faire. En fait, il nous faut à chaque fois trouver qui fait quoi. Il y a aujourd'hui un observatoire des médecines non conventionnelles qui est sous l'égide du président de la faculté de médecine. Et ça fait 2 ans, enfin 1 an et demi à Nice. Donc à Nice, on a cette grande chance-là. Plus fort, plus fort. L'Observatoire des médecines non conventionnelles à Nice, c'est une grande chance en fait. Alors, vous les ramenez au prochain Facebook Live. On va essayer de faire ça. Il faut qu'on découvre ça. Personne ne le sait en France. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sous l'égide du président de la faculté de médecine. Oui. Donc c'est voilà. C'est décloisonné. Mais à Lille, personne ne le sait. Très bien. Non. Je voulais juste rebondir sur... Est-ce qu'on vous voit parce que j'ai du mal à cadrer? Oui, c'est bon. Je voulais juste rebondir sur votre question par rapport à la... Enfin, c'est pas une question, c'est une intervention par rapport à la jeunesse. Et c'est essentiel, on est d'accord, puisque c'est nous qui allons rester, entre guillemets. Et donc, ce que je suis en train d'initier au sein d'une résidence Crous. Donc le Crous, c'est un logement étudiant. Oui, c'est pour les logements étudiants. Donc ils construisent des bâtiments, des résidences universitaires pour les personnes à revenus modestes, pour louer simplement quand on fait ses études. Et donc l'initiative, le projet là qui est en train de se mettre en place, mais doucement mais sûrement, c'est de monter sur une parcelle de terrain, qui est forcément une parcelle de terrain dans chaque résidence, bon, peut-être moins celles qui sont dans les grandes villes, un potager partagé pour les résidents. On sait qu'on ne sera pas autosuffisant, donc l'idéal ce serait de faire une boucle, un cycle assez cohérent aussi, de mettre un point de collecte à MAP aussi au sein de la résidence pour chaque étudiant qui puisse bénéficier d'un panier. C'est génial ça. Et en l'occurrence, la métropole de Nice met à disposition des composteurs collectifs gratuitement, donc que chaque étudiant soit équipé d'un petit seau et que chacun entretienne le réseau. Où est votre résidence? À Olivier Chénaud, c'est à côté de Vauban, dans le nord de Nice, enfin dans le nord à Nice. Voilà, donc c'est une initiative portée par le Crous qui va être présentée à la ville de Nice dans le cadre des trophées de l'environnement et aussi qui peut se plaquer aux autres résidences. Mais l'essentiel de ce projet, c'est qu'il a été soutenu par le directeur du Crous et qu'il a donné son aval. Et donc lui fait partie dans ce système pyramidal de la hiérarchie haute. Enfin, c'est quelque chose qui est... L'essentiel, c'est que lui est approuvé et qu'après ça remonte et que ce modèle soit plaqué sur les autres résidences
en Provence, mais aussi en France, puisque le procès national. Ok. Est-ce que quelqu'un veut... Voilà, hop, je galope. Est-ce que vous pouvez parler fort parce que... Oui, bien sûr. En fait, je peux créer aussi, je sais faire. Oui, vous, en fait, ce que j'entends depuis tout à l'heure, sans pouvoir dire ce que j'ai tout compris, oui. Mais à ce que je comprends, il y a quand même un manque d'information. C'est-à-dire que la dame, le livre, sans ressources, c'est ça? Ressources, excusez-moi. Je suis de Nice, je ne connais pas. Je trouve qu'aujourd'hui, les outils sont un peu arriérés. Tout à l'heure, le monsieur disait les jeunes. Pour que les jeunes, aujourd'hui, les jeunes, ils ne lisent pas les livres, ils n'achètent pas les cahiers. Aujourd'hui, c'est ça, c'est Facebook Live, c'est des chaînes YouTube. Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique, sans aucune prétention de ma part. Je suis un citoyen comme tout le monde. J'ai fait un CV, j'ai envoyé un CV, j'ai fait une émission qui s'appelle Koh-Lanta, je suis allé à la finale. J'ai eu une certaine notoriété, ça m'a mis en avant. Des gens sont venus me voir, m'ont dit « Waouh, Pascal, tu es un génie, tu es un type, je suis rien. » Je suis allé, j'ai fait mon aventure. Mais j'ai vu, des gens m'ont envoyé des mails tous les jours en me disant « Et comment je fais? Ma société, apparemment, toi, tu as réussi ça, comment je fais ?» J'étais désarmé parce que moi, je ne pense pas pouvoir sauver le monde. Et du coup, j'ai créé moi-même, puisque j'ai eu le pseudo, c'est qui le patron? C'est parti en publicité de Patrou. Quand j'ai vu la brique, ça m'a rigolé. J'ai dit, mes droits d'auteur, ils sont où? Peu importe. Et j'ai créé une chaîne YouTube. Parce qu'aujourd'hui, le papier, c'est fini, c'est mort. Vous voyez, vous faites du Facebook Live. Je crois pas que ce soit mort. Non, attendez, ne vous vexez pas. Quand je vous dis que c'est... Attendez, ne nous fâchons pas. Non, mais ne fâchons pas. Quand je dis que c'est mort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut toucher les jeunes, c'est pas, je crache pas sur le papier, je suis le premier à acheter les livres, j'ai commandé le vôtre. Mais aujourd'hui, c'est Internet, la télé est en train de mourir, c'est des chaînes YouTube, les jeunes, toute la journée, ils sont là-dessus. Ils matent Facebook Live, ils matent la chaîne YouTube. Et j'en reviens. C'est pour ça que vous parlez pour l'instant. Exactement, non mais je suis pour. Et aujourd'hui, je suis même désarmé parce qu'il y a 4 mois de ça, j'ai créé une chaîne CVLP, c'est vous les patrons, une chaîne YouTube pour aider les gens. Sur YouTube. Et j'ai créé cette CVLP en disant... Redonnez le nom. CVLP, la chaîne YouTube. CVLP, c'est vous les patrons, puisque j'ai joué sur la réputation que j'avais, c'est qui le patron, puisque dans mon jeu, j'ai aidé certains joueurs. Et à travers cette chaîne, j'ai fait un site internet, www.cvlp.tv, pour que les gens qui avaient besoin, que ça soit un petit chanteur qui essaye de percer, que ça soit quelqu'un qui fabrique des machines bio, des lunettes bio, je les ai eues, les personnes sont venues pour les lancer. Et en fait, seul, parce que je ne suis pas dans la haute technologie, j'arrive à 50 ans, j'ai ma fille qui m'a un peu aidé. Aujourd'hui, la chaîne, elle existe, mais je l'ai arrêtée parce que je ne sais pas quoi en faire, en fait. J'ai un outil, j'ai une petite notoriété aujourd'hui, je voudrais m'en servir. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, quand j'entends, vous, le magazine, quand j'entends la médecine, quand j'entends tout ça, moi, j'ai une chaîne, si vous voulez après venir me voir, qu'on peut faire. J'ai le matériel, j'ai la chaîne, elle est prête, elle est en ligne, j'ai déjà 500 et quelques abonnés. On pourrait gagner du temps. Ah non, attendez. C'est le papier, plus la chaîne YouTube, plus l'association, plus... C'est un écosystème. Et j'ai un outil... Parlez de vous sur cette chaîne, justement. Et pour mettre en avant, que ça soit l'institutrice, que ça soit un peu tout le monde ici, les faiseurs, on a besoin d'où, Monsieur Jardin, votre notoriété nous aide. Mais moi, j'ai une toute petite notoriété. J'ai pas de prétention, mais j'ai 36 000 abonnés sur la page. J'ai 500 déjà, j'ai démarré. Sachant que ce qui va arriver dans quelques mois, encore d'autres choses pour moi. Mais je veux m'en servir. J'attends aucune reconnaissance. Je ne veux pas travailler à TF1, c'est pas ma cam. Si on pouvait faire sur votre chaîne... Mais justement, c'est ce que je parle aujourd'hui. J'ai une chaîne qui est prête, j'ai les outils, j'ai les micros, j'ai tout l'équipement. Donc c'est à vous, enfin à vous. Alors, venez vers moi, c'est tout ce que je peux faire. Je voudrais aussi rappeler quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens qui écrivent sur Facebook en disant « Ah d'accord, mais moi je fais rien ». La maison des citoyens, c'est pas uniquement la maison des faiseux. C'est la maison de tout le monde. C'est très important. Je dis ça parce que ça peut être intimidant de voir des gens qui font des trucs, on se dit « hé, moi Or, qui que l'on soit, il faut absolument affirmer le droit d'exister. Qui que l'on soit, quelle que soit sa situation. Et quand je vous dis de parler autour de vous, de la maison des citoyens, essayez de faire l'effort d'aller vers des gens qui, naturellement, ne viendraient pas. Un des objectifs profonds, c'est de faire exister un pays qui, pour l'instant, n'existe pas, est absolument invisible. Allez discuter dans des associations d'insertion. J'ai un rendez-vous bientôt avec la Fédération des centres sociaux.
quand on va prendre des décisions dans la maison, quand on va valider ou invalider, il ne faut pas que ce soit uniquement les gagnants de la société qui naturellement sortent, naturellement vont dans les cafés, naturellement... Essayez de faire cet effort-là autour de vous. Il ne faut pas que... Là, pour l'instant, on est à peu près 50 000 à cette comptée. Ce soir, je voudrais que quand on sera à 100 000, 200 000, 300 000, qu'on ait tous fait cet effort-là de ne pas aller vers des gens qu'on a l'habitude de voir. C'est pas évident, hein, parce qu'on a tendance quand même à parler à des gens qu'on connaît. Mais il faut qu'on arrive à regrouper aussi bien le monde des artisans, le monde des infirmières, le monde des centres sociaux, le monde des profs. Parce que les artisans vont pas bien. Non, les artisans, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Les commerces de proximité, les Oui. artisans, tout ça, vont vraiment pas bien. Alors, les faiseurs, les associations, tout ça, mais sans eux, parce que c'est eux qui payent les charges aujourd'hui, Oui. eh ben, vous allez tous mourir. Hein, Je sais. parce qu'il n'y aura plus de subventions. Alors après, on pourra faire nuit debout toute la soirée, si vous voulez. Mais voilà. Toutes les nuits, on pourra faire nuit debout, mais ça ne servira à rien, quoi. Si on n'a pas d'argent aujourd'hui, ben, on ne va pas faire grand-chose. Voilà. Alors, à propos des artisans, Ouais. il me semble que si on était dans une démocratie citoyenne, le RSI qui vous est tombé sur la figure et qui détruit votre secteur, mais qui le détruit, a été une pure invention technocratique. Si on avait demandé, qu'on avait tiré au sort 12 artisans en leur demandant de valider ou d'invalider les procédures, ça ne serait jamais né. Donc à un moment, il va falloir que face au monopole d'une technocratie qui impose à la société des trucs qui rendent fous, et qui rendent fous les élus locaux, qui rendent fous les profs, qui rendent fous... pour ouvrir ce restaurant, combien de normes de déments vous avez dû appliquer? Je veux dire, il n'y a pas un secteur qui n'échappe pas. En fait, plus l'État a été impuissant, plus il est devenu... Plus il s'est vengé par des normes, plus il a essayé d'agir par la norme. Et donc, quand je parle de démocratie citoyenne, il va bien falloir que par profession, par secteur, on reprenne la main. Je n'imagine pas que dans un pays avec une démocratie vivante, que le RSI reste en place. Voilà. Et je n'imagine pas non plus qu'on refile la copie encore à un techno. Il faut que ce soit piloté par les faiseux, des gens de métier, quoi. Vous avez une idée C'est pas scandaleux d'être quelqu'un de métier. Vous avez une idée de structure? Désolé d'être pragmatique, mais structurellement parlant, vous allez compter faire comment pour organiser tout ça? Des cercles, des sous-cercles, des... Alors, si on oublie le système pyramidal et qu'on essaie de penser un petit peu à l'horizontalité des choses, on fait comment? Alors, on fait comment? Vous voulez dire, on fait comment si on décide de renverser le système? Oui, hors champ politique, comment on fait? On travaille par cercle, on crée un hybride, on fait quoi avec notre bipartisme? On fait quoi avec tout ça? On fait quoi avec notre système décisionnaire? On fait quoi? Alors, il me semble qu'on aura le choix entre deux très grandes solutions et qui dépendra en grande partie de notre influence. Est-ce qu'on sera des millions? Ça dépend de chacun. Si chacun fait un petit bout, si les 50 000 personnes qui se sont comptées dans la maison vont chercher 4 personnes, on explose. Il faut prendre un peu la part de la politique alors maintenant. Comment? Il faut commencer à rentrer dans la part de la politique. Oui, mais... Il faut commencer à se mettre aussi dans certaines élections, sinon on n'arrivera pas. Oui, mais il faut on aura le leur choix. place. On aura le choix, mais ça va dépendre aussi de notre influence. Est-ce que on ira à les négociations avec le système parce qu'on ne sera pas suffisamment fort, mais quand même fort? Est-ce que on deviendra un parti et on embarque tout? Mon boulot, que j'ai commencé il y a maintenant 3 ans, c'était de faire ce travail de terrain pour qu'au moins toute la partie qui concerne les faiseux, qu'on ait déjà une masse assez considérable de programmes extraordinaires. L'année dernière, dans l'émission de Fred Lopez, je ne sais pas si certains ont vu, Fred Lopez, qui est un ami, m'a dit « Je te file mon audience, tu viens une fois par semaine défendre un programme. » Et ils étaient géniaux, quoi. J'ai essayé d'en montrer, mais en fait, dans le mouvement des zèbres, on en a déjà repéré 270.
Et on n'a pas pu mettre les gens de la fonction publique parce qu'ils ont des hiérarchies et qu'ils avaient peur. J'ai pas pu mettre des gendarmes extraordinaires, j'ai pas pu mettre des gens de la sécurité sociale, j'ai pas... Bon. Mais on a des équipes très puissantes de professionnels qui sont capables de prendre des secteurs entiers. Des pans entiers ? Oui. Ben, pourquoi on parle que des faiseux et des apprentis faiseux non, par exemple? Alors, enfin, je dis ça, c'est personnel, mais quand on contacte les zèbres en disant moi je veux être un mini-zèbre dans mon quartier, alors, dans la... pas de réponse, on n'a aucun retour, il se passe rien. Donc la structure, c'est ça qui m'inquiète, c'est que la structure elle-même n'est pas efficiente pour l'instant en tout cas. Alors, donc est-ce qu'il y a derrière des gens qui... est vrai. Ce que vous dites est vrai. Maman, dans la structure des zèbres, pour l'instant, on a été complètement associatif. On avait très très peu de moyens pour le faire. Et vu l'urgence sociale, on s'est concentré pour l'instant sur des gens ayant une certaine taille et capables d'étendre leur programme. C'est pas optimal. Parce que très souvent, vous avez des gens qui ont une action beaucoup plus petite, mais qui a un potentiel de démultiplication. Enfin, ils ont trouvé une matrice, quoi. Donc c'est pas optimal. On a fait avec les moyens du bord, pour être franc. À partir du moment où on devient un mouvement politique, si on le décide, à ce moment-là, on a quand même des moyens qui n'ont plus rien à voir. Et c'est vrai que financer 100 grands programmes aussi efficaces que WeMove, que Lire et Faire Lire, etc., plein, quoi. Le développement des AMAP, on a tous intérêt à ce que ça se développe. Tout le monde le sait. Bon, sans parler de financer ces choses qui existent ou qui sont en gestation, je parle de créer la structure. Je parle d'une structure, d'un corps. On parle des faiseux comme étant le sang, il faut un cœur qui bat, il faut un cerveau, il faut des jambes pour avancer, il faut des bras. Il faut donc créer une structure, quelque chose qui soit hybride et polymorphe, qui soit capable de s'adapter à chaque région, chaque département, chaque village. On est en train de la créer. Elle ressemble ce soir. Il y a une partie. Il y a une partie. C'est-à-dire que c'est justement pas un système pyramidal. C'est justement un système. La maison d'ici. Qui a eu l'idée de la créer? Bon. Maman. Vous savez bien que je ne vous l'ai pas demandé. Je sais. Vous l'avez fait tout ça. C'est évident, mais... Non, c'est pas évident. Les mouvements politiques partent toujours d'en haut. Non, mais moi je suis pour l'horizontalité. Oui, voilà. Je suis pour ça. Donc, comment on arrive à matcher tout ça? En termes de communication, d'échange, Alors, nous on fait un travail dans le mouvement des zèbres pour avoir déjà une masse critique de programmes qui ont un professionnalisme très élevé. Bon. Maintenant, c'est pas optimal, c'est pas l'idéal. Mais il faut bien démarrer déjà avec un minimum de puissance. Il fallait repérer le travail des épiceries solidaires, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau de Landes, c'est 400 épiceries solidaires, ça nourrit 1,5 million de gens, c'est un travail assez extraordinaire. Bon. C'est Guillaume Barbs qui a créé ça. De toute façon, si nous décidons de passer au stade politique, l'acte fondateur, ça sera un acte de transfert de pouvoir vers les territoires. C'est-à-dire que l'idée même que les vrais sujets sérieux puissent se régler dans un bureau à Paris pour tout le monde en matière de logement, sur tous les grands sujets, ça se termine forcément par du normatif, forcément par des dispositifs tels qu'on les connaît, où tout à coup vous avez un président qui dit « je veux 500 000 personnes en formation ». C'est-à-dire que ça part d'en haut et après on remplit les cases. Voilà. On remplit les cases au lieu de partir du territoire et des ressources et des compétences réelles. Donc l'acte fondateur, ça sera un acte de transfert de pouvoir au territoire. Ensuite, ça sera un acte de confiance dans la France qui fait. Et puis la mise en place de processus de démocratie citoyenne. Ce qui veut dire que le vieux réflexe, ah mais qu'est-ce que vous pensez sur tel et tel sujet? On fera confiance au territoire sur un très grand nombre de sujets. Ça va beaucoup nous changer. Ça va beaucoup changer nos mœurs politiques dans les émissions de télé. Plutôt que d'avoir des gens qui arrivent et qui ont des réponses pour tout le monde. Qui ne marchent jamais. D'ailleurs, qui ne peuvent pas marcher. Et surtout, maintenant, on le sait. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ça fonctionne un État vertical. Ben, ça ne fonctionne pas.
Et ça coûte très cher. Il faut changer aussi les émissions de télé. Il faut changer aussi les médias. Quand on voit qu'il y a 9 personnes qui contrôlent tous les médias, comment on fait? Parce que là, on a un magazine qui est indépendant, libre, et une librairie en face qui est indépendante et libre. Alors, et tout le reste est phagocyté par quelques... Alors vous allez voir, il y a un groupe de producteurs de... Non, non, mais c'est un énorme problème. Maman, c'est l'histoire de la télé. On va bientôt proposer aux gens de la maison, il y a un groupe de producteurs qui sont venus nous voir, assez important, qui ont un véritable poids dans ce monde-là, et qui m'ont dit, en gros, on a un problème énorme avec notre service public. C'est que tout le monde le paye, mais on n'y est pas. Et d'ailleurs, moi je peux vous dire qu'en tant que Parisien, dans toutes les émissions où je vais, je connais tout le monde. C'est-à-dire que vous payez pour que les Parisiens soient en direct. C'est la stricte réalité. Dans tous les talk-shows, il n'y a jamais quelqu'un qui n'est pas parisien. C'est hallucinant. Mais c'est vous qui payez. Bon, non, mais on s'est tellement habitué à ça. Est-ce que vous voyez des gens avec des accents? Est-ce que... Oui, les cuisiniers, ils ont le droit, c'est leur quart d'heure. Oui, les cuisiniers. Mais en gros, vous avez une télévision publique qui est une télévision stricto sensu parisienne. Stricto sensu. Et quand je vous dis que quand je vais sur les plateaux, je connais les autres invités. C'est pas tout à fait normal que tout le monde paye ça. À un moment, c'est un service public. C'est pas Télé Paris payé par 66 millions de pigeons. Oui. Donc, on va proposer un programme assez étonnant de groupe de pression de citoyens pour qu'il y ait des rééquilibrages et que ça nous ressemble un peu plus. Quelqu'un... Ouais. Tout à l'heure, vous disiez vous êtes compté à peu près 50 000. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un ici connaît le nombre de gens qui sont, selon l'expression, encartés dans les pays, dans les partis, les Républicains, le Parti Socialiste, le Parti Communiste? Très peu. Bon. Très peu, c'est-à-dire 50 000, il faut être plus nombreux, et ensuite créer un parti. Ensuite, on parle jamais argent, mais pour faire les choses, il faut de l'argent. Oui. Donc il faut encarter les gens et ensuite faire école autour. Oui. Mais sans argent et sans nombre, on n'y arrive pas. Mais quand vous annoncez 50 000, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà considérable. S'il y a 50 000 adhérents qui cotisent d'une forme là, tout à fait démocratique et tout. Ensuite, dernière question, c'est comment faire exprimer l'abstention. C'est-à-dire que moi j'ai des enfants jeunes, 30 ans, et ça baisse l'intérêt pour le vote. Et je leur dis qu'il faut quand même aller voter pour s'exprimer dans la démocratie. Alors comment vous faites, comment vous voyez les choses, vous, devant cette abstention qui monte là et qui devrait nous servir? Alors d'abord la reconnaissance minimale du vote blanc. Ça me paraît une correction, juste un truc de courtoisie. Si l'être humain veut voter blanc, on doit le compter, on doit le respecter, ça. Je pense sincèrement que si nous prenons une décision politique, je pense que l'abstention baissera. Parce que l'idée qu'un mouvement soit là pour donner du pouvoir, mais véritablement en donner. Or, pour moi, l'essence du pouvoir vivant, c'est d'en donner. Et c'est drôle, dans les émissions politiques, c'est une question qu'on pose jamais. À qui comptez-vous donner du pouvoir? En gros, vous avez envie d'accroître l'influence de qui? C'est une question qui est sortie du débat politique. Alors pour moi, elle est absolument centrale. Mais vraiment centrale. Est-ce que... alors, moi, j'ai été très impressionné par ma découverte du monde des maires ruraux, par exemple. Nos élus ruraux, réellement, si vous les retirez du paysage, le pays s'effondre. Mais vraiment, le pays se pète la gueule. Ce sont des moteurs. Or, l'État leur mène une guerre, quasiment. Est-ce que vous avez vu sur la page de la maison, je ne dis pas ça pour éluder ce que vous avez dit ici, si on doit prendre une décision politique, il faudra bien entendu en passer par ce que vous dites. Il faudra construire avec des financements, etc. Mais je souhaite qu'à un moment donné, on puisse vivre dans notre vie un moment
où on va donner beaucoup de pouvoir à beaucoup de gens. Et donner du pouvoir, ça n'empêche pas de le prendre, c'est-à-dire on le prend pour le redistribuer. Oui, c'est pas la même chose. Ce qu'on n'entend pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend, moi je veux faire ci, moi je veux faire là, mais on ne sait pas pour qui. Oui. Mais surtout, moi. Il se garde le pouvoir. Oui. Moi, je vais le garder. Et ça se termine avec François Hollande, en spécialiste des locomotives, qui tranche même sur les locomotives. Je veux dire, chacun sait que c'est un grand spécialiste des locomotives. On est arrivé à un degré de folie de centralisme où tout remonte vers l'Élysée. Non seulement tout remonte dans l'Élysée, mais je peux vous raconter une anecdote. Un jour, j'avais embarqué une révolte de notaires. Ils avaient créé un mouvement extraordinaire qui s'appelle le Conseil du coin. Ils donnaient des conseils gratuits dans les cafés populaires le premier samedi de chaque mois. Et je les avais embarqués à Bercy pour essayer d'arranger les choses. Bon. Et je tombe sur un type qui, dans la conversation, dit « Ah, mais on est complètement ouvert. J'ai fait dire au ministre, lors de la réunion devant le Conseil des notaires, qu'il était prêt à collégiférer. J'ai cru voir rouge. Qu'un haut fonctionnaire se permette de légiférer en oubliant la Constitution, en oubliant le Parlement. C'est-à-dire qu'ils sont devenus tellement fous à un certain niveau de l'État que même dans le langage, ils sortent des phrases comme ça. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous asseoir sur la Constitution ? Il m'a dit non, c'est une façon de parler. Je dis non, vous venez de le revendiquer. On a perdu des habitudes démocratiques de débat. On a perdu juste l'habitude de s'engueuler gaiement, c'est-à-dire de débattre en démocratie. Et c'est vrai que toute cette caste qui fonctionne à Paris, dans la haute, se considèrent comme garants de l'intérêt général. C'est hallucinant. Ils se sentent garants du bien. Aujourd'hui, on est face à des gens qui sont dans une impunité totale et qui se fichent pas mal de savoir s'ils sont garants ou non du bien-être de tout ce qu'on est tous, une fois qu'ils sont élus. Sur l'impeccabilité, face aux lois, sur le fait qu'ils puissent être condamnés, condamnables, qu'ils ont des casseroles. Ils s'en fichent en fait. Ceux qui tiennent les médias, les 9 qui tiennent les médias. Je veux dire, le bras de fer avec iTélé aujourd'hui est proprement incroyable. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans tout ce qui est dirigeant, que ce soit la classe ou le grand patronat, on est face quand même à une frange minimum de personnes qui nous disent mais on s'en fout. Les gens ont été dans la rue pour les retraites. Il y avait à cette époque-là, c'était Sarkozy et Fillon. Ils ont dit on s'en fout. Les gens sont ensuite redescendus dans la rue pour la loi de travail. Mais ça fait des mois, ça a duré des mois. Et les gens, la seule réponse qu'ils leur ont posée, c'est on s'en fout. Allez-y. Donc c'est pour ça que je disais à un moment donné tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on est beaucoup ? Parce que quand on voit qu'il y a 11% de personnes au niveau des primaires qui mobilisent tout un panel de médias, 11%, alors qu'on est 90% à se dire, ou 60 ou 70% à se dire, on n'en veut pas. Les 70%, si à un moment donné, on leur donne le moyen de faire converger ces bulletins vers un vote qui va dire, on est là, on n'attend que ça. Alors, c'est pour ça qu'on a fait la maison. Mais c'est ça. Vous savez que la Chambre des métiers des Alpes-Maritimes, son président vient d'être élu avec 6,4% des artisans qui ont voté. Oui, il y a un petit problème. Merci. Oui, 6, ça fait pas beaucoup. Ce que dit le monsieur, ce qu'il attendait, je pense, dites-moi si je me trompe, c'est qu'est-ce qu'on fait réellement? Est-ce qu'on crée un parti en fait? C'est le moment jamais, c'est ce que tout le monde attend. On est désabusé. Je vais revenir à ce que dit le monsieur, c'est créer un parti fixe, bien organisé, une société. Avec évidemment payer des abonnements, tout ce qui va avec, se structurer. Vous imaginez bien que je n'ai pas lancé tout ça en ne travaillant pas l'étape d'après si nous la souhaitons. Mais il est fondamental que ce ne soit pas, comment dire, oui, voilà. Que ce ne soit pas la même chose. Voilà. Il faut changer la structure, il faut changer tout. Mais est-ce qu'on a réellement beaucoup de temps? Parce qu'aujourd'hui... Alors, ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus d'élus locaux ayant des compétences très fortes sont en train de nous rejoindre. C'est très important parce qu'il nous faut des compétences d'administration. Or, oui, mais ce qui est très important, c'est qu'il y a des grandes réussites sur certains territoires.
y a des élus Tout n'est pas de ville, réussi partout. Il y a des gens qui sont aimés dans leur ville, donc qui sont élus en tant que com. Oui, pour le service civil, pour du service civil. À la tête de la région, que j'aurais jamais cru pouvoir voir un jour, c'est super bien. Mais est-ce que vous êtes certain qu'il va vous suivre sur tous les plans? Non. Est-ce qu'il va vous suivre quand vous créerez un parti concurrent, par exemple? Alors, est-ce qu'il va pas vous... Alors, je vais vous dire un truc que je vis, puisque on discute avec beaucoup de présidents de région. Aux quatre coins du pays, quand on discute avec eux, ils sont complètement schizos. C'est-à-dire qu'ils ont des colorations politiques, ils ne croient plus dans l'État central. Quasiment plus aucun. Lorsque vous parlez avec eux, oui, ils croient dans leur territoire, ils croient dans les logiques territoriales. Et c'est valable dans toutes les régions de France où j'ai été discuté. C'est-à-dire, quand vous parlez, parce qu'ils sont encore à un échelon, vous avez les gens en face, quoi. Et donc, qu'ils soient de gauche, de droite, de trucs, ils n'y croient plus. Mais ils le disent une fois que la porte est fermée. Off. Mais à un moment, on ne peut pas faire fonctionner entièrement un pays. Donc moi, ce que je leur dis très franchement, je leur dis, si la maison l'emporte, si nous prenons de la puissance, on fera confiance au territoire. Donc, flippez pas, il y aura un petit moment délicat à passer, mais on va renforcer les territoires. Sur les questions de logement, sur les questions d'éducation, sur les questions d'emploi, sur tout ce qui est trop compliqué pour que des démarches normatives descendantes aient la moindre chance de fonctionner. Voilà. Mais pour tout ça, j'y reviens, il faut des outils. Oui. Pour débattre sereinement, il faut des outils. Alors, pour combattre l'entrisme, il faut des outils. Pour alors, combattre l'échec, il faut des outils. Alors, nous allons vous les proposer au fur et à mesure. Je vous dis simplement que la maison a 4 semaines. 4 semaines. Oui. Ça fait 2 ans que... Non, je ne savais pas avant le 4 août que j'allais proposer ça sur une vidéo. Vous avez des faiseurs numériques? Le 2 août, pardon. Oui. Vous avez des développeurs web? Vous avez des faiseurs numériques? Oui, mais ça prend un certain temps à développer. On va être... pardon. Ah, tout le monde m'a parlé et je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Donc je vais répondre après par clavier. Il faut que j'y aille parce qu'il faut que je file parce que demain je suis à Strasbourg. Voilà. Oui, mais alors avant que vous partiez, de concret, il se passe quoi aujourd'hui? C'est quoi l'histoire? Alors, de concret, ce qu'on peut faire déjà tout de suite à l'intérieur des maisons, accroissez le nombre de gens qui pèsent. Sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de puissance. Donc, ensuite, repérer des faiseux locaux, nationaux, on les diffuse. Oui, ben faites-les connaître. 300 structures à l'aise qui agissent sur le territoire. Hop. Oui, il y a plus de 300 structures, même plus que 300 structures sur le territoire du 06. Et il suffit de taper sur les claviers. Il y a Alternativa, il y a Colibri, il y a... Enfin, bon, oui, bien. Et à chaque fois, il y a des actions locales. Ramenez-les parce que le problème de la France, c'est que tout le monde bosse dans son coin. C'est l'organisation. C'est qu'à un moment donné, il fallait... Nous aussi, on cherche de la coordination maintenant. Et effectivement, les outils de communication vont nous aider à nous coordonner. Parce que pour l'instant, mais faisons-le au niveau des territoires d'abord. Oui, au niveau du territoire. Oui. Je vous dis pas qu'on va changer avec facilité ce pays. ça va être bordélique. C'est un problème de communication en fait. Alors déjà, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Moi, j'en ai rencontré aujourd'hui, je leur ai dit dans des magasins. Alors, ils sont pas au courant de ça. J'ai une demande. Tout le monde n'a pas Internet. Le prochain Facebook Live que vous ferez, vous faites venir les gens qui n'ont pas Internet. Ça sert aussi à ça. Tout le monde n'a pas Internet. Et donc, il faut qu'on ait des réunions physiques aussi pour que les gens qui n'ont pas Internet puissent venir. Et puis ensuite, de très concret... Vos Facebook Live, on peut les transmettre sur des chaînes YouTube et la chaîne YouTube, on peut la partager. Oui, tout à fait. Et si chacun la partage, c'est ce partage démultiplié. Alors, je vais pas relancer le débat parce que sinon je loupe. Non, mais c'est pas de relancer. Je loupe mon avion. Et puis, aussi, en fonction des conversations sur les réseaux, à un moment, on va sentir si oui ou non la question politique se posera. Si oui ou non. Mais ça va dépendre de plein de choses, de plein de contextes.
Mais je pense qu'on est tous pressés, on est énervés. Parce qu'on n'a pas envie de faire une Quand vous nouvelle dites le BABA, on n'a pas envie de BABA, on veut y aller maintenant, on veut envoyer, il faut mettre un leader dans la région, et un leader dans la région, un leader pour le département, un leader dans le département. Ce que disait monsieur est vrai, 50 000 personnes, c'est déjà énorme. Mais sérieusement, ça reste insuffisant. Sérieusement, ça reste insuffisant. Il faut... On est déjà 50 000 en très peu de temps. Alors c'est vrai que maintenant que les médias ont commencé à rentrer dans la danse, ça va grandir. Mais il faut que ça vienne de nous. Il ne faut pas qu'on attende que je m'agite uniquement sur les plateaux télé. Et c'est pas l'esprit, quoi. C'est pas l'esprit. Voilà, je file. Au revoir. Il fait chaud ici.